Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer ma vidéo, je souhaiterais faire un petit message de soutien à l'Arménie et au Haut-Karabakh. J'ai visionné le très bon reportage du Front Populaire de Michel Onfray et je dois dire que à l'heure où les gens se demandent comment ils vont pouvoir aller skier ou acheter le dernier iPhone et où passer en famille Noël, en Arménie, il y a quelque chose de bien plus dramatique, une guerre qui ne dit pas son nom, ce que Michel Onfray appelle une guerre de civilisation, une guerre de religion, tout du moins un pays chrétien, un pays frère, le premier pays chrétien au monde, est attaqué en sa chair car ses concitoyens sont attaqués. Pas en Arménie même, mais au Haut-Karabakh, bien évidemment. C'est-à-dire, ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre, enfin après la Première Guerre mondiale, dans certaines régions, sans parler du génocide arménien, bien évidemment. Voilà. Donc, honneur à eux, honneur à ces jeunes qui défendent un cimetière. Oui, ils défendent leur cimetière contre les djihadistes, les wahhabistes, les musulmans extrémistes qui vont le détruire et détruire l'honneur de leurs ancêtres. Et quand on est prêt à mourir pour l'honneur de ses ancêtres, quand on est prêt à donner sa vie pour défendre l'honneur de ses ancêtres, pour défendre son cimetière, eh bien ça en dit long sur le sens qu'ont ces gens-là de l'honneur. Voilà. Et je vais faire une petite transition vers le sujet de ma vidéo. Et il y a un lien, parce que personne aide l'Arménie. Tout du moins, l'Europe, officiellement, n'aide pas l'Arménie. A priori, d'après ce que j'ai compris, c'est même plutôt le contraire. Il ne faut pas déranger Erdogan, il ne faut pas déranger le Pacha. L'Europe ne fait rien. L'Europe, nous, chrétiens, ne défendons pas le Haut-Karabakh en guerre contre ce qu'il y a de plus mauvais, de plus barbare, c'est-à-dire contre des fondamentalistes. Aujourd'hui, ils sont musulmans, mais ils furent dans le passé des protestants, ils furent dans le passé des chrétiens catholiques. Et l'Europe ne fait rien. Pourquoi l'Europe ne fait rien? Alors, je vais vous le dire, je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce que les hommes européens ont des ovules dans les testicules. Alors je sais, c'est un peu d'humour, peut-être en ayant évoqué le sujet de l'Arménie, c'est un peu mal placé, mais il faut rire. Il faut savoir rire jusqu'à la dernière minute, parce que c'est ce qui nous distingue fondamentalement des autres animaux, c'est notre humour. Alors, les hommes européens ont des ovules dans les testicules. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que je dois demander pardon à la communauté LGBT. Je dois demander pardon si j'ai offensé quelques transgenres, travestis, transsexuels, car je ne savais pas. Oui, je ne savais pas que les hommes blancs ont des ovules dans les testicules. Ce n'est pas juste un jeu de mots et une mauvaise plaisanterie. J'ai ma source. Et ma source, c'est Arte. Alors oui, Arte, cette chaîne qui défend le mouvement LGBT à tout prix, que je regarde par ailleurs, car il y a de très bons reportages. Et là, en l'occurrence, il s'agit du reportage Xenus sur la perte de qualité des spermatozoïdes occidentaux, le mâle blanc.
Alors vous l'aurez compris, le mâle blanc c'est un autre jeu de mots, bien évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que depuis des décennies, les perturbateurs endocriniens qui se trouvent essentiellement dans le plastique, le fameux phthalate, mais aussi également dans les pesticides, mais aussi également dans l'eau, avec une surconsommation des femmes de la pilule. Tout cela fait que depuis des décennies, on va même dire depuis, à mon avis, la fin des années 70, où il y a eu cette explosion du plastique, les perturbateurs endocriniens ont fait leur œuvre. Et la qualité du spermatozoïde d'un homme blanc moyen européen, et d'ailleurs pas forcément blanc, hein, il suffit d'être né en Europe dans les années 80 et d'avoir été contaminé aux estrogènes dans les produits de notre environnement pour en être victime. Et alors, ce reportage de Xenus, très intéressant, donne la parole à un institut des sciences aquatiques à Berlin. Et cet institut fait des études, des recherches, notamment sur les têtards, les grenouilles, mais ils ont également été alertés car dans un des affluents du Pô en Italie, les grenouilles, donc pas de laboratoire, hein, les grenouilles sauvages, sont contaminées par ces oestrogènes et ont des ovules dans les testicules. Donc ça, c'est scientifique, je vous mettrai toutes les sources. Alors, si les grenouilles sont contaminées, eh bien, nous sommes, nous, les humains, également contaminés. Il ne faut pas en douter. Si la qualité du spermatozoïde a régressé d'environ 60% ces 10 dernières années ou ces dernières décennies, eh bien, il me semble qu'une des explications de cette agitation, de ces mouvements LGBT sont liées à cela. Comment se fait-il qu'il y ait autant de jeunes et de moins jeunes, hommes en l'occurrence, on parlera des femmes après, qui se sentent mal dans leur peau, qui revendiquent de ne pas être un homme lorsqu'ils sont barbus? Eh bien, voilà l'explication scientifique. Ils ont des ovules dans leurs testicules. Ça veut dire également d'un point de vue philosophique, hein, puisque l'histoire c'est les ovules dans les testicules, mais cela engendre un mouvement de mal-être qui est explicable, qui est scientifique. Ce n'est pas juste des lubies de quelques personnages pour se faire remarquer. Ces gens-là souffrent. Et c'est pour ça que je leur demande pardon, car je ne savais pas. Ces gens-là souffrent car ils ont un taux d'estrogène trop élevé dans leur corps. Et donc, ils sont perturbés. Mais alors, ce mâle blanc, qui est également lié à la qualité du spermatozoïde, on reviendra sur la qualité même et le problème des spermatozoïdes après, mais là, d'un point de vue, si vous voulez, philosophique, cette régression du mâle dominant, on va dire nietzschéen, cette volonté de puissance, régresse vers une sorte de compromis entre la femme et l'homme, qui est une sorte de ce transgenre, c'est-à-dire des individus qui ont pas un équilibre, parce que c'est au contraire un déséquilibre, mais qui sont autant portés par leurs ovules dans les testicules, par cet apport extérieur et chimique d'oestrogène, de cette contamination, fait qu'ils deviennent transgenres. Ni homme, ni femme, quelque chose d'autre. Mais donc, c'est donc un problème médical. C'est donc un problème médical. Alors, comme tout problème médical, il y a sans doute des solutions à cela. Bien évidemment, le phthalate, sous ces produits, ou le pire des pesticides, etc., sont interdits aujourd'hui. Mais c'est trop tard. La contamination a eu lieu. Et la qualité des spermatozoïdes le démontre scientifiquement. Pour en terminer sur les spermatozoïdes, après nous reviendrons aux femmes barbues.
la qualité a régressé d'une manière phénoménale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la natalité est en régression également. Mais ça va au-delà de ça, et ça va vers quelque chose de philosophique de très, très important et de capital. Donc, la qualité des spermatozoïdes est en régression totale, à un tel point qu'aujourd'hui, on pratique de la fécondation in vitro d'une manière quasiment normale, naturelle, alors que c'est l'inverse, c'est pas du tout naturel. Et cette jeune femme dans le laboratoire, dans la banque de sperme de Berlin, toujours dans le reportage de Xenius, explique ce qu'elle fait. Alors donc, il y a des tests assez importants pour être donneur de sperme. Il faut une certaine qualité, ne pas être malade, en bonne santé, si possible blond aux yeux bleus, je plaisante, nous sommes à Berlin. Et ensuite, dans ce laboratoire, les laborantines vont sélectionner un spermatozoïde, et si possible, le moins handicapé. Parce que je rappelle que la perte de qualité, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire des spermatozoïdes à 2 têtes, 3 têtes, 2 queues, 3 queues, immobiles, lents, les rapides, les vigoureux, les forts, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, cette petite laborantine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa petite pipette et elle va à la chasse au spermatozoïde le moins monstrueux. Puisque d'une manière naturelle, l'homme dont il est question ici ne peut plus avoir d'enfant. Car la qualité de ces spermatozoïdes est trop mauvaise. La nature lui dit, c'est fini. Tu es une fin de race. Tu ne pourras plus te reproduire. Ta race est terminée. Tu es contaminé. Tu vas faire des monstres. Alors, comme nous avons tous une volonté, une puissance, une volonté de vivre à tout prix, eh bien, cette petite laborantine va prendre le moins des monstrueux des spermatozoïdes et procéder à une fécondation in vitro. Mais qu'est-ce que ça va donner? Si le spermatozoïde lui-même est un handicapé, c'est-à-dire que la nature stoppe la reproduction, nous forçons cela. Très bien. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un transgenre, un transsexuel, un enfant perturbé, un enfant ni homme ni femme. Si la qualité déjà intrinsèque du spermatozoïde est mauvaise, n'y aura-t-il pas une répercussion sur cet enfant? Je ne suis pas docteur, je ne sais pas. Mais mon bon sens, ma logique me pousse à m'interroger et à me dire que oui, il y aura une répercussion. Si la nature décide de quelque chose, souvent, il faut la suivre, car la nature était là bien avant nous et sera là après nous. Alors voilà, c'est ce point crucial, cette fécondation forcée, cette fécondation à partir d'un spermatozoïde handicapé, parce qu'il faut à tout prix avoir un enfant, eh bien, amène la question suivante. La question suivante, c'est, faut-il suivre la nature d'un point de vue même juridique? C'est Carl Schmitt. Faut-il suivre la nature ou, au contraire, faut-il la modifier et aller à l'encontre de sa logique? C'est la différence entre les ordres concrets de Carl Schmitt, l'ordre naturel, face à l'abstraction formalisme du juridisme, un juridisme formalisme, où, c'est-à-dire, c'est la forme qui prend le dessus. C'est pas grave si le fond est mauvais, ce spermatozoïde est handicapé, il ne devrait pas pouvoir se reproduire. Mais la forme devient plus importante. Il faut avoir un enfant, à tout prix, même si la nature, même si l'ordre naturel dit non. Et là, nous sommes dans une confrontation entre l'abstraction formalisme et l'ordre concret, l'ordre naturel. Et ça, c'est un point philosophique important. Par exemple, les armes d'herme, figuratifs, etc., c'est de l'abstraction. Nous sommes dans un changement ici civilisationnel important, puisque
Le fond n'a plus d'importance. Les types en Syrie qui ont 20 ans, qui se battent jusqu'à la mort pour défendre le cimetière de leurs ancêtres, pour défendre les tombes de leurs ancêtres pour qu'elles ne soient pas profanées. Eux, ils sont dans l'ordre naturel, ils sont dans le concret. Et nous, en Occident, nous sommes dans l'abstraction. Nous sommes dans la forme, dans la mise en forme, c'est pas grave de créer des enfants perturbés. C'est pas grave d'utiliser un spermatozoïde qui ne devrait pas pouvoir se reproduire dans l'ordre naturel des choses. Non, nous forçons cela. Mais à force de forcer la nature, nous créons un monde monstrueux, où l'honneur n'a plus de sens. Les gens, comme le dit bien Michel Onfray dans ce très bon reportage que je vous invite réellement et vraiment à regarder, un jeune de 20 ans ne va pas se tuer pour un iPhone. D'accord ? Il n'y a plus... Alors, bien évidemment, il reste des gens avec de l'honneur et un sens des ancêtres, un respect de la famille. Et ça existe toujours, bien sûr, j'en suis intimement convaincu. Mais la société devient folle. La société occidentale devient folle. Nous sommes dans un monde où le sens profond des choses, l'ordre naturel a été tellement remis en question depuis la fin des années 60, que nous sommes arrivés à un point aujourd'hui d'explosion. Si vous voulez, les années mai 68, hein, l'école française, cette philosophie du formalisme, hein, la déconstruction, tout cela a amené les dérives de mai 68, plus d'éducation, une sorte de pédophilie intellectuelle qui a dérivé jusqu'à aujourd'hui. Mais si elle a pu dériver jusqu'à aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a eu une transformation, à mon sens. Je m'avance, et c'est ma parole, ce n'est pas scientifique, j'en ai pas la preuve. Mais pour moi, si cette déconstruction, ce postmodernisme est arrivé jusqu'à nos jours, avec les événements que nous avons vus aux États-Unis, dont ces universités qui se sont révoltées, le Black Lives Matter, le Transgenre Matter, toutes ces minorités qui revendiquent une telle soif de pouvoir, pour moi, c'est lié à cette dégradation de la qualité du spermatozoïde. C'est lié au mâle blanc, au fait que les hommes ont des ovules dans les testicules. Pareil, je n'ai pas une preuve de cela scientifique, ce sont les grenouilles, hein, je le répète, mais c'est mon point de vue, c'est mon idée, c'est ma théorie. Parce que cette philosophie aurait dû disparaître. Hein. Je veux dire, c'est un mouvement dans la fin des années 70. Bon, ok, voilà, on sortait d'un monde qui était un peu rigide, il fallait changer. Il faut savoir évoluer. Il n'y a aucun problème. Mais que cela prenne une telle ampleur aujourd'hui, en 2020, avec ces mouvements transgenres, transsexuels et ainsi de suite, LGBT, il doit y avoir une explication scientifique. Et je pense qu'elle est là. La qualité, la perte de virilité de la société occidentale est, à mon sens, médicale, génétique. C'est la perte de la qualité du spermatozoïde. Et à force de vouloir quand même se reproduire, alors que, a priori, nous sommes peut-être une fin de race. Peut-être que la race blanche, petit à petit, doit disparaître. C'est peut-être l'ordre naturel des choses. Ou alors, c'est un accident de parcours, une contamination. Et là, c'est différent. Là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on pourrait réparer. Mais vous voyez, ça touche quelque chose de fondamental. Alors, je ne dis pas qu'il faut suivre l'ordre naturel à tout prix. Bien évidemment, il faut s'adapter. Bien évidemment, il faut soigner. Il faut combattre les injustices, etc., etc. Mais nous avons perdu quelque chose de concret. Nous avons perdu Nietzsche, nous avons perdu Carl Schmitt, nous avons perdu ce bon sens, cette virilité intellectuelle. Il faut des dominants, il faut des forts. C'est eux qui vont pousser vers l'avant. L'ordre naturel est quelque chose qui existe. L'aristocratie existe, au sens premier du terme.
hein, pas l'aristocratie de naissance, mais l'aristocratie de volonté, de force et de puissance. Mais si vous n'avez plus de spermatozoïdes, si vous avez des ovules dans les testicules, comment voulez-vous faire? Comment voulez-vous faire? Il me semble qu'en Arménie, les hommes n'ont pas d'ovules dans les testicules. Hein? Ces mecs-là se battent pour défendre leur cimetière. Donc, ce reportage très intéressant de Xenus, Arte, cette chaîne LGBT, démontre involontairement, certainement, le problème profond qu'il y a en Occident. À mon sens, c'est une contamination. Je ne pense pas que la civilisation européenne soit naturellement condamnée à disparaître. Bon, il y a des hauts, des bas, il y a des civilisations, oui, c'est tout à fait exact. Mais je ne pense pas cela. Je pense qu'il y a eu une contamination intellectuelle à la fin des années 60, 70, peut-être liée à un début de contamination par un apport d'oestrogènes extérieurs qui a changé et qui a commencé à féminiser la société, jusqu'à en arriver à un point fou aujourd'hui où des victimes, parce que ce sont sans doute des victimes, des hommes dans un grand mal-être qui ne se reconnaissent plus en tant qu'hommes. À mon sens, ils sont victimes de ces perturbateurs endocriniens. Et on devrait les aider. La perte de qualité du spermatozoïde est quelque chose qui devrait inquiéter la société. Les hommes sont contaminés. Alors maintenant, je voulais juste en revenir parce que dans LGBT, il y a aussi les femmes, ces femmes qui veulent devenir des hommes. Alors, je pense, à mon avis, que c'est quelque chose là de plus intellectuel. Et en général, ces femmes ont peut-être subi quelque chose dans leur jeunesse, dans leur enfance, qui les a perturbées, etc. D'un point de vue scientifique, à ma connaissance, les femmes n'ont pas de spermatozoïdes dans les ovules. Hein, mais bon, il faudrait chercher, pourquoi pas. Hein. Je pense que c'est plutôt comme l'idéal masculin régresse, la femme peut s'en approcher. Vous comprenez? Comme la virilité régresse en Occident, eh bien des femmes un peu perturbées, qui peut-être ont leur raison et sans doute vivent mal leur féminité, veulent devenir des hommes. Ça a existé, ça a toujours existé cela. Hein. Ça peut être une erreur génétique naturelle, sans apport extérieur. Hein. Ça a toujours existé. Mais comme l'idéal masculin, comme la virilité masculine en Occident de l'Ouest, précisons-le, par cette contamination sans doute aux perturbateurs endocriniens, a tellement diminué ces dernières décennies que pour une femme, ça devient presque facile de devenir ce sous-homme, hein, d'être un sous-homme. Un peu de barbe, hein, quelques injections de testostérone, un peu de barbe, une voix un peu plus rauque, mais voilà, on ne va pas lui demander d'aller défendre un cimetière. Hein? On ne va pas lui demander d'aller défendre le cimetière des ancêtres contre les barbares. Non, on va juste lui demander d'avoir la voix un peu plus rauque, un peu de barbe, et puis 3-4 tatouages, et puis voilà, c'est parti, je suis un homme. Non, tu es un sous-homme. Tu es un sous-homme. Parce qu'en Occident, l'homme viril, intellectuellement et aussi bien que physiquement, je rappelle que les philosophes grecs, ce n'étaient pas des chochottes, hein. C'était des types qui faisaient du sport. C'était des types qui se cultivaient physiquement également, intellectuellement et physiquement. Le philosophe à la Bernard-Henri Lévy, la chochotte, hein, c'est récent ça, hein, ça date des années 70. Hein. C'est le point de jonction de cette perte de virilité, hein, parce que peut-être que M. Bernard-Henri Lévy est peut-être aussi victime de perturbateurs endocriniens. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais enfin, le philosophe ou le poète René Char, c'était des hommes, c'était pas des chochottes. Donc cette perte de virilité permet à ces femmes de devenir des sous-hommes, un peu de barbe, 3-4 tatouages, comme j'ai déjà dit, et puis voilà, je suis un homme, ou je m'approche plus ou moins d'un homme. Bon, voilà.
Donc voilà, ce reportage m'a déclenché comme une révélation. Oui, nous sommes contaminés. L'Europe a été contaminée par ces perturbateurs endocriniens. La perte de qualité de spermatozoïdes est indéniable, c'est scientifique. Hein, je vous mettrai des points, des détails, enfin, c'est scientifique. Si les grenouilles, et ça c'est scientifique aussi, dans certaines rivières ont des ovules dans les testicules, l'eau qu'elles boivent, l'herbe qu'elles mangent ou je ne sais quoi, c'est pas si loin de ce que nous faisons. Donc l'homme blanc souffre de ce mal. Nous souffrons de cela. C'est quelque chose, c'est une contamination. On pourrait quasiment parler de guerre bactériologique. Quoi de mieux pour détruire une société par l'intérieur que de rendre les hommes féminisés. Et là, je ne parle pas intellectuellement, hein, je parle physiquement. Physiquement. Quand une société en arrive à devoir procéder à des fécondations in vitro, en allant choisir le spermatozoïde le moins monstrueux, Et là, il aurait fallu poser la question à cette charmante dame dans ce laboratoire. Mais s'il n'y a que des spermatozoïdes à 2 têtes, que faites-vous? Vous prenez celui qui semble le moins monstrueux et vous allez quand même procéder à une fécondation in vitro avec un spermatozoïde à 2 têtes. Je ne sais pas. Il aurait fallu lui demander. Bon, voilà. Toujours est-il que ce mâle blanc est lié, à mon sens, c'est une sorte de point d'inflexion avec ce qui a débuté dans les années 60, fin des années 60, hein, lorsque les États-Unis sont tombés en faillite suite à des années de guerre au Vietnam inutiles, les accords de la Jamaïque, la fin d'une certaine société naturelle, ou plus ou moins d'un ordre juridique naturel, où le dollar était lié à l'or, etc. Dès qu'on a commencé à détruire cette société, c'est le postmodernisme, tout ce courant intellectuel de déconstruction, les enfants ne doivent plus aller à l'école, ou tout du moins on change le système scolaire, si un enfant ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne travaille pas, etc. Eh bien, cela a rejoint un point d'inflexion génétique, médical, qui est la perte de qualité du spermatozoïde en Occident, le mâle blanc, cette dégradation de la virilité, aussi bien donc intellectuelle, philosophique, portée par ces mouvements où l'homme blanc doit s'excuser, revendiquer son infériorité, ne plus être porté par cette volonté de puissance décrite par Nietzsche, rejoint ce problème génétique. Donc l'homme blanc régresse, devient une sorte de sous-homme, un être féminisé, qui a peur de tout, et le point de jonction de la société occidentale s'est fait avec cette philosophie, ce postmodernisme, et aujourd'hui, ces premières générations qui ont commencé, Cohen-Bendit, etc., ce sont des gens à la retraite aujourd'hui. D'accord? C'est eux qui votent pour Macron. C'est eux qui ont peur du Covid. C'est eux qui sont en train de castrer la jeunesse européenne. Qu'on isole, qu'on enferme. Mais c'est eux qu'il faut enfermer. Il faut laisser la jeunesse dehors. Et il faut enfermer les faibles, ceux qui ont peur. Eh bien, restez chez vous. Mais ne condamnez pas la jeunesse. Je vais conclure sur ce reportage sur l'Arménie, au Haut-Karabakh. Les jeunes là-bas défendent au prix de leur vie le cimetière de leurs ancêtres. Alors que nos jeunes en Occident sont enfermés chez eux par la crainte qu'ils pourraient contaminer ces retraités du postmodernisme qui contrôlent la société occidentale et qui ont peur de mourir, qui ont peur de l'ordre naturel des choses et condamnent leur propre jeunesse, c'est-à-dire leur avenir. Vous voyez à quel point notre société est devenue folle. Cette génération qui a le pouvoir
ces jeunes retraités et moins jeunes retraités, issus de ce courant post-merdique, excusez-moi pour ce lapsus, ce courant du postmodernisme, qui a eu à ce point d'inflexion avec les perturbateurs endocriniens, qui a créé cette société de sous-hommes occidentales. C'est eux qui ont le pouvoir en Occident aujourd'hui et qui empêchent notre jeunesse de s'exprimer virilement. Parce que peut-être que les jeunes de 20 ans en France, peut-être qu'il y a un sursaut de la qualité du spermatozoïde. Il faudrait faire des études. Parce que les perturbateurs endocriniens, on les connaît depuis maintenant 20-30 ans. On les a réduits. Peut-être qu'il y a un effet inverse s'est enclenché. Il faudrait le savoir, il faudrait l'étudier. Mais en tout cas, pendant que les jeunes en Arménie, au Haut-Karabakh, défendent leur cimetière d'une manière virile et héroïque contre cette invasion barbare, nos jeunes, chez nous, en Occident, sont enfermés pour ne pas contaminer ces jeunes retraités des années 68 qui ont le pouvoir en Occident et qui ont peur de l'ordre naturel des choses. Oui, un jour, nous allons tous mourir. Et c'est beau, car c'est laisser sa place à des jeunes. Quand on ne veut plus laisser sa place, c'est qu'on est devenu inhumain. On n'est plus humain, on a quitté l'ordre naturel des choses. On devient autre chose. Voilà, j'ai terminé ma vidéo. C'était un sujet un peu différent, un peu plus humoristique peut-être, même si c'est des sujets graves, notamment en Arménie bien évidemment. Mais d'une manière générale, c'est un sujet important qui touche au plus profond de notre société. Donc je vous invite à, regarder le reportage du Front populaire, le reportage de Xenus sur la qualité du spermatozoïde, et vous pourrez faire un point de jonction. Alors, mes autres vidéos sur le postmodernisme également, tout cela devrait vous permettre de faire votre propre analyse et d'arriver au même point de jonction que moi. Je pense que ce n'est pas quelque chose que je suis seul à penser. Il y a là peut-être une vérité, tout du moins une piste, quelque chose à étudier. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci d'être venu sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.